Alors on continue, on va taper de l'AD. Donc le contexte, hein, notre stack hein, technologique, notre pile technologique d'Antarcticraft était très spécialisée. Elle était axée hein, sur la recherche de pointe, sur le climat, plutôt qu'à des mesures robustes de cybersécurité. Bah ouais, on l'a vu, hein, les gars, vous vous êtes fait poutrer lamentablement. À mesure que l'intégration des deux systèmes d'infrastructure progresse, des vulnérabilités commencent à faire surface. Tiens, tiens, tiens. Si l'équipe d'Antarcticraft faisait preuve d'expertise, d'une expertise remarquable, sa petite taille signifie qu'elle doit mettre l'accent sur la sensibilisation à la cybersécurité. Bah ouais, faites des chaînes YouTube, d'accord. Donc on va voir hein, plus sérieusement certains utilisateurs qui, encore une fois, disposent trop d'autorisation. Et ben, on va abuser de ces droits, d'accord. Donc encore une fois, hein, tout ça, vous devez remettre tous les sujets qu'on aborde dans ces différents challenges pour avoir cette vision holistique hein, quand vous ferez un audit. Vous voyez qu'on aborde plein de sujets. Hein, que la surface d'attaque est grande et bah, des failles, hein, les vecteurs d'attaque, encore une fois, ils vont être spécialisés en fonction de ce qu'on fait. Hein. Je t'avais parlé d'un utilisateur des ressources humaines qui a peut-être trop de droits. D'accord. On avait vu donc dans les deux précédentes vidéos l'injection de failles SQL. Maintenant, on va parler un petit peu de Windows Hello Enterprise. Hein. C'est bah, des techniques d'authentification dans Windows au sein de l'Active Directory, peut-être Azure. D'accord. Et encore une fois, on a des privilèges. Hein. Comme chaque utilisateur, tu as quoi. Tu as un utilisateur à bas privilège et tu as des utilisateurs à haut privilège. Tu as bien compris qu'en fonction de ça, bah, tu vas avoir plus ou moins de privilèges. Et certains privilèges, comme les privesques qu'on fait sous Windows, on va se servir de privilèges pour détourner et peut-être faire une escalade de privilèges. D'accord. En tout cas, essayer de pivoter. De la latéralisation au sein du système, tout va dépendre. Donc, on va revoir une attaque qu'on appelle, comment dire, mot de passe fantôme. Hein, Shadow Credential en anglais. On va voir comment on peut exploiter cette vulnérabilité. Alors, on va se connecter à la machine. D'accord, mais avant de ça, on va revoir ce qu'on appelle le 101 en anglais, c'est-à-dire les bases, d'accord. C'est vraiment commencer à introduire. On fait du 101, après on passe au crash course, d'accord. Et après les masterclass. Donc, si on revient hein, pour ceux qui ne savent pas, l'Active Directory, c'est utilisé dans beaucoup d'environnements Windows pour les entreprises. Hein. C'est un système d'authentification centralisé. On a le DC, domaine contrôleur, le contrôleur de domaine, qui est au cœur de l'Active Directory, qui gère généralement à la fois le stockage, l'authentification et les autorisations des données et des utilisateurs au sein d'un domaine. Ça, c'est important. C'est ce que vous avez sous les yeux. L'AD, pour faire simple, on pourrait la considérer comme une base de données numérique, un annuaire, d'accord, contenant des objets. Et les objets, ça peut être plein de choses. Ça peut être des utilisateurs, des groupes, des ordinateurs, avec chacun des attributs et naturellement des autorisations spécifiques. Idéalement, on applique le principe de moins de privilèges, least privilege en anglais, et on utilise une approche hiérarchique pour gérer les rôles et donner aux utilisateurs authentifiés l'accès à toutes les données non sensibles dans l'ensemble du système. Je t'ai parlé de ma tante Janine, je t'ai parlé de Robert qui travaille à l'imprimerie et à l'éditique. Je te le cite tout le temps. D'accord. Ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes fonctions au sein de l'entreprise et ils n'ont pas besoin d'accéder à un contrôleur de domaine. D'accord. On va faire très simple. D'accord. Mais on a tendance à laisser quoi. Parce que les sysadmins, ils ont trop de boulot, ou ils n'ont pas de bonnes procédures, ou ils ont été mal formés, ou ben voilà, c'est compliqué. Et du coup, on laisse beaucoup trop de privilèges. Hein. Trop de privilèges, donc des droits permissifs. Et si c'est permissif, eh ben, tu as bien compris que tant Janine, elle sait pas utiliser un PC, elle va pas regarder si elle peut, quoi, à partir de sa machine, commencer à latéraliser sur le réseau. Par contre, si c'est Toto le hacker qui commence à compromettre le compte de tante Janine, eh ben lui, il sait. Lui, il va creuser. Lui, il va commencer sa phase d'énumération de reconnaissance. D'accord. Pour avoir the big picture, cette vision holistique et avoir cette conscience de la situation. Situational awareness. En fonction de ma conscience de la situation, je vais développer mon MOA, mode opératoire d'attaque, en me basant sur des règles. D'accord. Sur des outils, sur du savoir-faire que j'ai acquis de façon empirique grâce à mon expérience. De ça découlent mes tactiques, mes techniques, mes procédures. J'adapte mes tactiques, techniques, procédures et c'est ce qui va définir mon MOA, mode opératoire d'attaque. Merci, au revoir.
Windows Hello. Hein, il te fait un grand smiley. Bah ouais, ouais, ouais. Des fois, tu lui fais un grand doigt. Donc, pensez que les mots de passe sont difficiles à mémoriser. D'accord. Et c'est là qu'on s'est dit, on a une petite composante, quoi. WHFB, qui, quoi? Ça veut dire quoi? Windows Hello for Business. Eh ben, qui va utiliser une composante crypto. D'accord. Et c'est comme ça que tout a commencé. Windows Hello for Business, donc on appelle WHFB, c'est un moyen moderne de sécuriser, de remplacer l'authentification conventionnelle par mot de passe. Au lieu de s'appuyer sur des mots de passe traditionnels, comme on l'a toujours fait, bah, on va utiliser une composante cryptographique, donc des clés cryptographiques pour cette fois-ci vérifier les utilisateurs. On oublie les mots de passe, on va se servir de ces clés cryptographiques. Donc les utilisateurs du domaine Active Directory peuvent accéder à l'AD à l'aide d'un code PIN ou d'une biométrie connectée à des paires de clés cryptographiques. Donc qui dit clés, vous savez qu'elles peuvent être publiques ou privées, et tout ça, ça va permettre de prouver l'identité de l'entité à laquelle elles appartiennent. Si Tanjanine travaille, je t'ai dit, à la comptabilité, elle appartient du coup au groupe compta, au sein de l'Active Directory. Mais elle fait pas partie du groupe, quoi, de Dédé ou de Robert qui travaillent à l'éditique ou l'imprimerie, qui eux font partie non pas du groupe compta au sein de l'Active Directory, mais font partie du groupe éditique, imprimerie. D'accord? Je te donne des exemples toujours à la con, mais que tu comprennes. Donc le MSDS Key Credential Link, encore une fois, c'est une chaîne, mais c'est plutôt un attribut qui est utilisé par le contrôleur de domaine pour stocker justement la clé publique. Alors rappelle-toi, un clé publique, si elle est publique, quoi? Bah, je peux la partager avec tout le monde. À l'inverse, en crypto, tu sais que ta clé privée, tu ne dois jamais, au grand jamais, la partager. Celui qui dérobe, qui vole, qui viole ton système et qui vole les clés privées, il peut maintenant se connecter à ton infra. Il peut se connecter à ton système d'information. Il peut se connecter en ton nom. Tu as bien compris que ça devient très dangereux. D'accord? Je peux me faire passer pour toi. Et je peux accéder à tout ce que tu as accès parce que je suis devenu toi. Mais je suis pas toi. Je suis Toto, l'acteur malicieux. D'accord? Donc encore une fois, hein, ça peut être un utilisateur, mais pensez que c'est aussi un accès à un ordinateur spécifique et à d'autres ordinateurs. Parce qu'après, on a le principe de relation. Hein, je vous le dis toujours, contrôleur de domaine, on a quoi? Nos domaines, on a nos forêts, on a nos arbres, d'accord? Au sein de l'Active Directory. Donc en bref, chaque objet utilisateur de la base de données Active Directory va avoir sa clé publique stockée dans cet élément unique, cet attribut unique. MS en minuscule, DS en majuscule, tiré key credential link, tout en camel case. Ok, on continue. Voilà, grosso modo, la procédure pour stocker la paire de certificats. Hein, pourquoi on parle de paire? Je crois qu'il y a clé privée, clé publique. Hein, je t'ai expliqué qu'on stockait quoi? Des clés, c'était au début en clair, après ça a été chiffré, après ça tournait dans la RAM, après on s'est dit ah ouais, ça tourne dans la RAM, c'est pas bon, on va inventer un module chiffré, d'accord? Une petite puce qui est quoi? Qui est près de ton processeur, soudée sur ta carte mère, qu'on appelle le TPM. Ah, ok, le Trust Platform Module, le module de plateforme sécurisée. Le TPM, c'est quoi? C'est une puce de crypto, d'accord? Donc, on a quoi? On a des instructions codées en dur dans cette puce qui fait de la cryptographie et c'est elle qui va permettre de pairer, d'accord? Les clés publiques privées pour le compte de l'utilisateur lors de son inscription. Il est essentiel de rappeler que la clé privée ne quitte jamais le TPM. Le problème, c'est que tu le sais, je te l'ai raconté, et qu'elle n'est jamais divulguée, ça dépend, hein, puisqu'on peut attaquer le TPM. On peut péter le TPM, mais à un très haut niveau de hacking, d'accord? On affaiblit le TPM, on peut faire quoi? D'attaque de supply chain, on peut faire aussi du side channel, des attaques de canaux auxiliaires, et si j'arrive à accéder au TPM, j'ai tous tes secrets, c'est-à-dire que toutes tes clés privées, c'est-à-dire que voilà, tu peux jeter ton ordinateur, tu peux jeter tes comptes, j'ai accès à toute ta vie, d'accord? Mais c'est censé être sécurisé. Enfin, ça l'est pour 90% des gens et il y a 10% du commun des mortels qui peuvent accéder au TPM, d'accord? Mais on citera pas de nom comme d'habitude. Donc, demande de certificat client. Le client, il lance une demande de certificat pour recevoir un certificat digne de confiance. Je vous rappellerai, c'est ce qu'on appelle, qu'on retrouve dans l'Active Directory et ailleurs. C'est quoi? C'est le principe de confiance, d'accord? Le trust relationship, d'accord? On va avoir des contrôleurs de domaine avec des niveaux de confiance, d'accord? Avec des trust domains, avec des domaines de confiance. Et en fonction de ça,
si on se sert de certificat, on aura des domaines de confiance. Hein. Si j'accède, mais je te dis toujours, au PC de tante Micheline et que ce PC fait partie d'une autre zone de confiance sur le réseau, je vais peut-être à partir du PC de Micheline, de ma tante, accéder à un autre PC au sein de l'entreprise. Et c'est comme ça que le pirate va évoluer au sein de l'AFRA et faire de la latéralisation. D'accord? Mouvement latéral, pivot. Donc, ok, on a l'autorité et maîtrise du certificat. C'est ce qu'on appelle le CA en anglais. Hein. Donc, comment dire, Certificate Issuing Authority. Il stocke ça, ces clés privées, clés publiques dans notre attribut MS, DS, Key, Credential Link. D'accord? Du compte utilisateur qui sera défini. D'accord. Donc là, je commence à comprendre. Il y a le TPM qui va me générer mes clés privées publiques. Ensuite, je me base sur un certificat qui fait autorité. D'accord? Et qui va être intégré au sein du compte utilisateur. D'accord? On va le définir dans un attribut, ça va être stocké. À partir de là, l'utilisateur peut me donner un code PIN ou utiliser des moyens biométriques pour pouvoir se connecter. Il n'utilise plus son mot de passe. C'est important, c'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, processus d'authentification. Je vous le mets sous les yeux. On va faire très très simple. On est en quoi? En free away and check. C'est-à-dire qu'il y a 3 poignées de main, il y a 3 étapes. Première étape, processus d'authentification. Le contrôleur de domaine, il déchiffre les données de pré-haute, donc de pré-authentification du client à l'aide de la clé publique brute qui est stockée dans l'attribut, d'accord, qu'on a vu du compte utilisateur. Et l'attribut, c'est MSDS Key Credential Link. Je répète, pour que ça rentre. Ensuite, génération du certificat, d'accord, et le certificat est créé pour l'utilisateur par le contrôleur de domaine et envoyé au client. À partir de là, authentification, d'accord, le client peut ainsi se connecter au domaine Active Directory à l'aide du certificat qui a été envoyé et généré à l'étape 3. Alors, veuillez noter qu'un attaquant capable de remplacer l'attribut d'un utilisateur vulnérable spécifique peut le compromettre. Si j'arrive à remplacer le MSDS Key Credential Link, je commence à usurper. D'accord? Donc il va falloir énumérer, il n'y a pas de secret, c'est à notre tour de briller. D'accord? Pour essayer de comprendre, on va énumérer, s'assurer qu'il n'y a aucune mauvaise configuration de sécurité qui se cache dans l'ombre si tu fais partie de la Blue Team. Et à l'inverse, si tu fais partie de la Red Team, il va falloir dépoussiérer, chercher peut-être, l'aiguille dans la botte de foin qui va te permettre d'exploiter cette attaque. D'accord? Donc, première phase, la plus chronophage, je vous le répète tout le temps, et il n'y a pas que moi qui le dis, énumération, recon. D'accord? Donc, recon au sein de l'AD, Active Directory, je dois trouver une autorisation vulnérable. Ça va être la première étape si je veux lancer ce type d'attaque. D'accord? Je dois trouver un utilisateur potentiel qui est actuellement présent et qui dispose de capacités d'écriture sur un autre utilisateur de l'AD. D'accord? Tante Micheline, à la facturation, elle a peut-être le droit de réécrire de quoi? Le droit de Dédé ou de Robert qui travaille à l'Edigic ou l'imprimerie. Pourquoi? Parce que à la fin du mois, tous les mois, Robert et Dédé, ils envoient quoi? Ils envoient toute la partie éditique et facturation, imprimerie, au directeur régional. D'accord? Donc, tu as bien compris qu'on va se servir, on va latéraliser, je vais passer d'un compte à un autre compte, pouvoir réécrire un autre compte, changer cet attribut. Et si je change l'attribut sur un compte utilisateur qui a d'autres accès, d'accord, qui fait partie d'un autre trust domaine de confiance ou machine de confiance, d'accord, sur le réseau, je vais pouvoir pivoter et attaquer la cible finale pour moi, d'accord, qui a été définie en amont. Je veux prendre le contrôle sur le contrôleur de domaine, il va falloir latéraliser pour pouvoir enfin avoir accès et passer soit Enterprise Admin, soit Domain Admin sur le contrôleur. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de trouver un défaut de configuration. Hein. On va se connecter à une machine qui est au sein de l'AD. On va essayer de trouver une autorisation, trouver un utilisateur actuel qui dispose de capacité d'écriture sur un autre utilisateur de l'AD. Ok, donc on était reparti là-dessus, on se déconnecte et pensez toujours que tout à l'heure on a fait quoi? On a ouvert des ports sur notre machine. Hein. Entre deux CTF, je te conseille de demander à UFW de effacer les règles, d'accord? Et de repartir
au démarrage, d'accord, de ton Linux. Donc là, on efface les règles. Première opération avec élévation de privilège. Je demande un reset au niveau de notre profil. Et quand tu fais un reset, ça désactive le pare-feu. Donc Uber Firewall qui gère en fait quoi les tables IP tables, d'accord. Ça permet de simplifier la gestion du pare-feu sous Linux, d'accord, via UFW ou GUFW qui est l'interface graphique, mais ça la désactive par défaut, tu vois. Donc je vais faire yes. Ah, et il faut être root, tu vois. Donc là, je fais quoi? Sudo, ça n'a pas marché cette étape. Donc, il est désactivé. Hein. Attention, là, je peux me faire pirater à tout moment. On fait un status verbose. Qu'est-ce qu'il dit? Status actif. Ah, là, il est actif. D'accord? Mais prends l'habitude. Des fois, ça le désactive. Tu vas lui mettre un enable. Voilà. Et quand tu fais ça, il te dit que le pare-feu est actif et qu'il est activé au démarrage de ton Linux. C'est ce qu'on veut, tout le temps. D'accord? Je te remonte un truc. Sudo UFW reset. Ah, ils ont changé la donne. Parce qu'avant, ça le désactivait. Ok. Sudo UFW status. Voilà. Vous voyez que quand je fais qu'un reset, il est désactivé. Hein. Donc, c'est pas bon du tout. Hein. Donc là, bah, dans la foulée, enable. D'accord? Ou je peux le désactiver. Disable. C'est possible aussi. Mais là, il est déjà en disable. D'accord? Il te dit que le pare-feu est stoppé et désactivé au lancement de ton Linux. Tu le veux tout le temps en enable. Donc, je reviens à ce que je te disais. Quand tu fais un reset, hein, c'est le plus simple pour écraser tes règles et tu penses à faire un sudo UFW dans la foulée. Yes. Voilà. Et tu vois que là, ok, il écrase toutes les règles qu'on a mis précédemment dans le CTF pour pirater la machine. Je veux refermer quoi? Mon port 80 et mon port 4444. J'aurais pu faire quoi? Sudo UFW disalo. On a fait un hello sur 4444. Ok. Ah, ça marche pas. Hein. C'est pas disalo. C'est quoi? C'est deny. Plus les arguments. Créer une règle de déni. D'accord? Pour bloquer l'accès. Ok, c'est pas disalo. Donc, je peux faire hello pour autoriser, mais je peux faire aussi deny. Ok. Et je vais faire un deny sur 80. Ah, ok. Qu'est-ce que je fais en fait là? Bah, je suis en train de bloquer en entrée IPv4, IPv6, le 4444 et le 8080. D'accord? Donc, si tu fais sudo UFW hello 4444, qu'est-ce qui change? On vient cette fois-ci de quoi? D'ouvrir. Hello in. D'accord? Il te dit quoi? Le 444, il est ouvert. Hello in, en entrée, à partir de n'importe où. D'accord? Pareil en IPv6. V6, IPv6. Par contre, le 80, tu vois, il est en deny. À partir de n'importe quelle adresse. En IPv4 et en IPv6. Ok, donc si je veux refermer, plus simple, tu as compris, tu peux faire un deny. Je fais un deny sur 4444. On refait le statut. Tout est repassé en deny. D'accord? Plusieurs façons de gérer ton pare-feu. Tu fais comme tu veux, mon copain, ou tu peux t'amuser à quoi? Ah ouais, à passer 6 mois sur IPTable. Hein, mais c'est quand même un des meilleurs outils. Hein. Il faudrait apprendre à gérer IPTable. Hein, je te le dis tout de suite. D'accord? Parce que tu vas t'en servir tout le temps. UFW, ça nous simplifie la vie sur un poste client. Après, sur un serveur, si tu es sysadmin, tu vas utiliser IPTable. D'accord? Et il faut vraiment maîtriser cet outil. C'est un des outils les plus importants sous Linux en réseau. Hein, sinon, tu vas te faire défoncer. Ok. Donc, on va se connecter via Remina. On va choper console. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le keyring. On va se connecter au serveur. Donc, bah vas-y, hein, bah les couilles, PowerShell. Alors, tiens, ArmJoy, cool. On va voir sur le bureau, il y a quoi? On a Rubeus, PowerView et Whisker. Ok. Alors, on voit qu'on a PowerView. Vous voyez que j'essaie de l'exécuter, mais quoi? On a Execution Set Policy. Alors déjà, ils sont super sympas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on va le feinter. Donc, oh putain, je suis en QWERTY. Quelle rage. Et le serveur, il est pas connecté à Internet? On peut même pas le passer avec un clavier français. Ok, donc là, je suis bien de la baise. Alors, on va essayer de le feinter, s'il veut bien. Faites une petite prière pour moi. On va essayer de passer le clavier en anglais, en français.
Ah, ça marche. Ok, donc, petite astuce, un commandlet pour passer le clavier, même s'il n'est pas connecté à Internet, d'accord. Ça peut être utile. Hein, c'est l'équivalent en dessous d'os, je vous avais montré le KeyBFR. Sauf le KeyBFR, ça marche pas, d'accord. Tu peux essayer en exe, regarde. Hop, KeyBFR, Kib, il reconnaît pas Kib. Donc, c'est mort. On retourne, on revient en PS, on a fait notre bypass. Du coup, je peux appeler PowerView. Ok, je peux appeler PowerView, mais je veux quoi? Lui demander, il faut lui passer un argument. On va lui mettre un find. Donc, trouve quoi? Les ACL d'un domaine intéressant. Littéralement, si je devais le traduire. Oh là là, la latence. Rien. Qu'est-ce qui se passe là? Mon PowerView, il s'exécute pas, je comprends pas. Il faudrait pas quoi? Import? Ah, il n'y a pas un truc import module? Hein, module, peut-être? Et quoi? Bah, il faut charger en mémoire. Notre script? D'accord. PowerView? PowerShell get? Ouais, PowerView. Ah, et maintenant je peux appeler PowerView? Non, ça marche toujours pas. Non, ça marche pas. Si je fais find quoi? Find. Ah, ça l'a chargé en mémoire, j'ai pas besoin d'appeler PowerView. Et je peux appeler maintenant Interesting? Domaine ACL. Ok, les gars. Je sais quand vous débutez le PowerShell, c'est de la merde. Et je vous confirme, c'est un super langage de programmation. Il va vous être très utile. Ok? Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'énumérer pour nous. D'accord? Donc, vous voyez, pensez à faire votre import module. Pensez que si on a du quoi? Du unconstrained, on a du constrained language. Hein, si vous êtes en constrained language, du CR, vous ne pourrez pas exécuter. Donc, il faut faire cette commande. Qu'est-ce que je fais? Je fais un bypass ou je fais un set execution policy. Et là, il me dit quoi? Tu veux quoi? Bah, tu lui dis, moi, je veux en mode bypass. Ah, tu vois? Et là, il dit, tu vois, c'est con, hein, mais t'as pas le droit d'accéder à la clé de registre. Il faut être administrateur. Toi, tu t'es connecté avec HR. Et HR, il n'a pas les droits. Mais on peut quand même connecter quoi? Cette merde, comme tu l'as vu. Je peux quoi? Me barrer de là, lancer, pas PowerView, lancer PowerShell et redemander dans PowerShell de relancer quoi? Un terminal PowerShell en faisant un bypass. D'accord? Et là, ça passe. C'est long, hein? C'est long. Ok, PowerView. Et du coup, j'ai quoi? Bah, j'ai des fonctions au sein de PowerView. Et j'ai quoi? De nouveaux commandlets qui sont chargés en mémoire parce que je viens d'importer le module PS1 qui s'appelle PowerView. D'accord? Je répète. Ok. Et on a à nouveau notre commande. D'accord? Donc, ça, si vous ne le faites pas, si vous ne comprenez pas, déjà, vous allez être bloqué par le constraint language. Vous ne pourrez pas importer de module. D'accord? De fichier PS1. On a quoi? On a plusieurs extensions. D'accord? Mais en plus, vous ne pourrez pas exécuter les scripts parce qu'ils seront bloqués. D'accord? Pensez à faire le bypass et pensez à importer les modules pour pouvoir les charger en mémoire en exécution. Ok. Donc là, je vois que quoi? Je suis connecté en tant que HR et, eh ben, si tu veux, je viens d'énumérer. Donc, quoi? Bah, les ACL, donc les droits. D'accord? Intéressant sur le domaine. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, je suis HR, certes. D'accord? Access allowed. Qu'est-ce que je pourrais filtrer? On pourrait quoi? Piper et faire un tout con, un find string. Donc un find str. Et je lui demande quoi? HR. Ok. Donc, on voit bien le reference name et le DN qui est là. Et c'est ce qu'on retrouve en fait techniquement là. D'accord? Donc il y a quoi? Là, c'est intéressant. Donc là, tu vois que je peux filtrer avec fine string, mais c'est quand même pas, tu vois, c'est pas la panacée. Donc, je rappelle mon script et qu'est-ce que je peux lui donner? On a des arguments et je lui donne resolve. Donc, on a vu qu'on travaillait sous Windows. On a des UUID et des GUIDs. On va lui demander les groupes UIDs. D'accord? Donc, tu me résous, resolve et grid. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ouais, c'est cette latence de merde. Ok, pareil, il nous ressort plein de trucs.
D'accord. Donc, pour filtrer, qu'est-ce qu'on peut faire? On a le commandlet where object. Donc, on travaille tout est objet, hein, je te rappelle, on est quoi? Dans du PowerShell, c'est de la programmation orientée objet. Et je peux faire un quoi? Dollar identity reference name. Ah, mais d'où je le sors ça? C'est une très bonne question. On va aller voir. Je fais une simple recherche. Dollar underscore. Donc tout en camel case. D'accord, c'est une classe qui fait partie du namespace System Security Principle. Hmm, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça représente l'identité et c'est la classe de base pour NTAE Account et Security Identifier. C'est deux classes, d'accord? Donc, ça permet pas un constructeur public, d'accord? Et ça peut pas être hérité. Donc, on a des propriétés et on a des méthodes. C'est-à-dire que je peux faire appel donc à la classe Identity Reference et je peux lui passer une méthode. Qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans? Qu'est-ce qu'on a vu? Nous, on est HR. Qu'est-ce que je pourrais lui demander? ToString, translate? Non, equal. Un simple equal et lui donner quoi? Bah, lui donner un objet ou lui donner un string, d'accord? C'est ce qu'on va faire. Je veux que ça soit égal à quoi? Ben, moi, je suis HR. Je veux que tu me ressortes tout ce qui correspond à HR. Je veux que ça soit equal, EQ, égal à la chaîne de caractères HR. Et tu vois que c'est mieux que notre find string de tout à l'heure. Rien. Con. Tu vois? Et ça, c'est les erreurs que tu fais au tout début, en fait. Tu recherches, tu recherches, tu recherches. Mais attends, qu'est-ce qu'on recherchait précisément? Identity reference. Ok. Gérer les ACL. Mais comment je l'appelle, en fait? C'est juste une erreur de syntaxe. Donc, on rajoute notre point. Et à partir de là, on lui a demandé quoi? On lui a demandé où était l'objet. Maintenant, je peux sélectionner l'objet. Puisque je lui ai dit que cet objet, tu fais quoi? Bah, tu utilises la classe identity reference name. Il faut que ça soit égal à notre objet. Et là, en l'occurrence, c'est HR. Du coup, maintenant, je peux appeler l'identity reference name. Donc, toujours en camel case. Et on va demander plus de détails. On a vu qu'on travaillait sur le DN. Hein, c'était le nom de l'objet. Object DN. Et il nous renvoyait quoi? HR et les droits. Active, directory, rights. Mais là, tu vois que ça marche pas. Donc, comme je t'ai montré sous Linux, qu'est-ce qu'il nous faut? Bah, il nous faut piper. Ok, on reprend. Tout ça, ça sert à rien. Bah si, ça sert. C'est juste que quoi? C'est juste qu'on n'a pas fait quoi? La bonne commande. D'accord? Tu peux le faire ça dans un script, mais là, on quoi? Il nous faut chaîner nos commandes. On repart. Qu'est-ce qu'on avait fait au tout début? Find et resolve grid. Ok, je vais lui mettre ça. Je pipe, donc à un autre programme. Je lui cale mon object. On repipe et je lui demande de sélectionner l'objet. Et là, ça fait nos trois opérations en un coup. Et ça va nous, enfin, ressortir des choses qui sont intéressantes. D'accord? Donc, vous voyez, on fait appel à notre Find Interesting Domain ACL, Resolve Grids, Where Object, on lui précise le nom de l'objet en utilisant la classe HR et il nous dit, écoute, voilà, tu m'as demandé quoi? L'identify reference name qui est égal à HR? Bah tiens, ok, il y a HR, il y a une ligne et voilà les objects DN, tu vois? Et là, il nous sort tout. Mais qu'est-ce que ça nous intéresse? Qu'est-ce qui nous intéresse là, techniquement? Alors attention, qu'est-ce qui se passe? Séparateur. J'ai trois colonnes. Identity, reference name, la valeur. Première ligne, c'est HR. Ensuite, j'ai object DN. Là-dedans, j'ai de CN jusqu'à quoi? Jusqu'à local. D'accord? Ça me liste tous les DN. CN, Franz Pringle, donc je peux réécrire sur Franz Pringle. Je fais partie du groupe utilisateur AOC au niveau du contrôleur. Donc le contrôleur Advent of CyberSec, c'est le nom des challenges. Et on voit qu'on est sur le DC local. Et dans Active Directory Write, j'ai quoi? J'ai ça.
D'accord? Donc, j'ai 3 droits. Je peux lister les enfants, enfants, parents. Les enfants sont tout le temps issus, lien de filiation, bah, des parents, tu as bien compris. Je peux lire les propriétés et je peux écrire de façon générique. Donc, je vais pouvoir quoi? Réécrire des droits de Franz Pringles? Ah, peut-être, hein, je sais pas. D'accord? Mais ça serait intéressant de creuser. Si on simplifie au maximum, HR dispose de l'autorisation generic right sur l'objet administrateur, d'accord, visible sur l'attribut CN. Plus tard, on pourra compromettre le compte avec ce privilège en mettant à jour le MSKey Credential Link avec un certificat. D'accord? C'est ce qu'on appelle une attaque de Shadow Credential. L'utilisateur vulnérable ne peut pas être le même que l'administrateur. Veuillez noter, hein, cela, puisque vous allez l'utiliser par la suite. Donc, quoi? DC, DC, AOC, les children, CN. Moi, Fan Springle, à mon avis, ça va devenir notre meilleur ami, ou peut-être l'administrateur. D'accord? Et maintenant, il faudrait regarder quoi? Net, local, groupe, quoi? Administrateur? Il y a quoi? Il y a l'administrateur, il y a les domain admin et il y a l'enterprise admin. Ok, donc lui, il est quoi? Full command, blablabla, bla bla bla, il fait partie du remote desktop user management et il est domain user. Donc, il fait partie du domaine. D'accord? Donc, on pourrait peut-être s'intéresser à lui. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se servir aussi de Whisker. Alors, c'est un programme en C# qui va nous aider à faire de l'énumération. Ça a été créé par Elad Shamir. Donc, ça permet d'abuser les privilèges vulnérables. Donc, on va l'utiliser, on va lui spécifier un utilisateur vulnérable et puis on va voir ce que nous remonte Whisker. Il va essayer de simuler un appareil malveillant et de mettre à jour, d'accord, l'attribut pour nous. D'accord? Et si on arrive à réécrire l'attribut MSDS qui credential link, on arrive bah, du coup à usurper les droits. Alors, qu'est-ce que je peux lui dire? On l'a là. Je vais l'appeler Whisker. Je vais lui dire add et notre cible. Qu'est-ce qu'on a vu? On va essayer de voir notre ami. Est-ce que ça marche ou pas? Ok. Et là, il fait appel à Rubius et il nous génère quoi? Notre certificat. D'accord? Il a fait ask, il a demandé un TGT, Ticket Granting Ticket, un ticket pour accéder à un autre ticket. Je vous rappellerai, je vous redirige vers les vidéos, comment dire, Kerberos, Ticket Granting Ticket, TGT ou TGS, Ticket Granting Services. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de récupérer un certificat. D'accord? Il a utilisé Rubeus et grâce à ça, on va pouvoir faire de l'impersonification. On va pouvoir usurper l'identité. D'accord? Donc vous avez directement quoi? En fait, on a le certificat et tout, mais on a même la commande. D'accord? Alors, deux possibilités. Je peux faire ça ou on va essayer carrément d'abuser. Qu'est-ce qu'on a? On a notre ami Franz Springler qui est domain user. Mais si vraiment j'étais un enfoiré, quoi, je peux encore pire lui demander quoi? En tant qu'administrateur, il la met à jour, mais on est en access denied. Donc là, il n'y a aucun doute. Contrairement à ce que vous dit l'exercice, encore une fois, j'adore, ils sont en train de vous embrouiller, on dirait qu'ils le font exprès, c'est devenu un petit jeu chaque année, c'est censé donner des cours à des débutants, et si tu suis ce que fait le tuto, tu te casses les dents. Donc encore une fois, je corrige ce qu'ils font, on voit qu'on n'a pas accès à l'administrateur, mais par contre, ils nous génèrent notre Rubius. C'est parfait, qu'est-ce qu'on veut? On va abuser, vu que l'administrateur ça bloque, on va abuser de cette commande. Je copie, j'appelle Rubius, je colle, et qu'est-ce qu'on a à la fin? Chaud. On lance, il va demander le TGT pour nous. Donc connexion, type Air Max subject. Là, on va usurper quoi? L'identité, le CN de Franz Pringles. C'est ce que nous a généré l'outil. AS request, qu'est-ce qu'on fait? On fait une request, et on va avoir une response, AS rep, d'accord? Et si c'est le cas, si on arrive à se pré-authentifier, on a vu quoi? Qu'on utilisait AOC, ouais, parce qu'on est sur le domaine, AOC, on est bien sur le domaine AOC, et il essaye de quoi?
de contacter le contrôleur de domaine et de s'authentifier. Il nous fournit le certificat, on peut usurper l'identité, on lance la commande. Encore une fois, l'AD, hein, pareil, Kerberos, je vous redirige. TGT, je vous ai dit, ça fournit des jetons pour chaque utilisateur et un TGT peut être considéré comme un jeton de session qui évite de rentrer son authentification à un utilisateur. Et Rubius, c'est toute une suite en C# qui est conçue pour interagir justement avec et simuler l'interaction et l'exploitation. Donc ça permet l'interaction et l'exploitation de Kerberos et ça a été développé pour faire différents types d'attaques, dont une attaque qui s'appelle Pass the Hash, d'accord? Et on voit que je lui mets un petit entrée, il a fait quoi? Il a demandé le TGT, ASREC, on a eu notre ASREP et on récupère un ticket. Ce ticket, on va pouvoir l'utiliser et il est au format Kirby, d'accord? C'est typique, encodé quoi? En base 64, d'accord? On l'a là, on a notre base 64. On voit le service name, le realm, username au nom de Franz Pringle et je t'ai dit, tout ticket via le Kirby, il a quoi? Il a un start time, end time et on va le renouveler. D'accord? C'est-à-dire que quoi? Là, tu vois que quoi? On a 24 heures grosso modo. On va faire très simple pour pouvoir se connecter. D'accord? On a nos flags. L'authentification, on l'a vu, on passait par du RC4 HMAC. On a notre base 64 key et on a la réponse parce qu'on a fait une ASREC request et maintenant on a la réponse ASREP response key qui est définie là. D'accord? Et là, on voit le E2U au niveau du credential, version 0. On a nos informations, nos métadonnées et on a le compte NTLM, credential card. D'accord? Donc, on vient de générer quoi? On vient de générer un ticket et maintenant, ça va nous permettre d'usurper tout ça. Donc, on a eu notre certificat qui a été généré dans la commande précédente et on demande le TGT de l'utilisateur vulnérable et vous voyez que grâce à ces informations, on va pouvoir passer à notre attaque finale. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut demander à nouveau un TGT, ask TGT, ça va être notre requête. Il nous faut l'utilisateur, celui que je veux usurper. Au niveau du TGT, on va lui spécifier le certificat qui a été généré pour usurper l'identité de la cible. Il nous faut le mot de passe, d'accord, qui a été décodé quoi à partir du certificat, vu qu'il est quoi, il est chiffré, on va pouvoir le décrypter. On a notre credential data count, on a notre NTLM, on lui précise le domaine, on va faire un get credential, ça permet de récupérer le hash NTLM, d'accord, qui va être utilisé et pensez à lui préciser le DC. Ask TGT, user Franz Pringle, le certificat, le long certificat, le password, on voit son password, on voit le domaine, on voit le DC qui s'appelle South Pole AOC local et le Get Credential est notre show. D'accord? À partir de là, on continue de latéraliser et on va faire notre attaque pass the hash. D'accord? En utilisant le hash NTLM qui a été obtenu, je peux maintenant faire une attaque pass the hash. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je te dis que tout est chiffré. Ok, c'est au sein du contrôleur de domaine. Je vais, plutôt que lui donner quoi, m'amuser à décrypter, à déchiffrer le hash, d'accord, via des rainbow tables, ça va me prendre du temps quand je fais une attaque pass the hash. Au lieu de lui donner quoi, le mot de passe qui a été déchiffré en texte clair, en plein texte, je lui donne directement le hash, d'où l'attaque pass the hash. Tu lui passes le hash, ok? Et ça nous fait gagner du temps. Pourquoi? Parce que sinon, on aurait dû DHer, on aurait dû attaquer le hash, et tu sais que c'est pas réversible en mathématiques, donc on aurait dû faire des attaques par rainbow table pour pouvoir DHer. D'accord? Là, on n'a même pas besoin. D'accord? Et je t'ai montré, on utilise Evil Winnerem dans plein de CTF, ça va être utile. Tu as quoi? Tu as un nom d'utilisateur. Je sais que maintenant, Franz Pringle, c'est bon. Administrateur, ça n'a pas marché, donc je vais utiliser Franz Pringle. Je vais lui donner quoi? Je vais lui donner une adresse IP et plutôt que lui donner un mot de passe en clair, je vais lui passer le hash entier et je vais me connecter grâce au hash. Je viens de faire grâce à Evil Winnerem. On utilise le protocole Winnerem qui est utilisé tous les jours pour administrer en entreprise des machines Windows au sein de l'Active Directory. Mais Evil Winnerem, c'est une implémentation avec des fonctionnalités malicieuses qui nous permettent d'utiliser le protocole Winnerem pour faire des trucs sales.
D'accord? Et on va faire un truc sale, on va faire une attaque pass the hash. Alors, il est où mon hash là? C'est quoi? C'est ce long certificat? Ben non, regarde bien. Qu'est-ce que je t'ai dit tout en bas? On récupère quoi? Ah non, on n'a pas de mot de passe, hein. Mais on a quoi? On a on a peut-être un code qui peut nous être utile. D'accord? Ben ouais, c'est ça. Là, t'as quoi? T'as le NTLM. Donc, c'est quoi? C'est un hash NTLM. Donc, si j'ai besoin de quoi? De faire un pass de hash, eh ben, il va falloir que j'utilise ça techniquement. On s'ouvre une autre fenêtre. Je vais me le mettre en grand, comme ça, en transparence, on pourra le lire tranquille, s'il veut bien. Ok, donc j'appelle Evil Win RM, qui est là. On lui donne quoi? Une adresse IP, 10, 10. J'ai oublié. 182. 170. Il nous faut quoi? On a vu, on se connecte en tant que l'utilisateur Franz Pringles, qui est là. Ok, et il nous faut attaque, passe, the H. Donc tu lui mets un grand H et tu lui passes le H. D'accord? C'est important. Et on lui passe. Il se connecte via le protocole. Et merde! Attaque, passe the H. On vient de se connecter en tant que Franz Pringle. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, même sans accès à ma machine, en bureau à distance, je peux utiliser Evil WinRM et faire une attaque pass the hash et être en ligne de commande en PowerShell directement sur la machine. Et même si l'utilisateur se déconnecte de ça, eh ben moi je m'en fous, j'ai toujours accès à ta machine. D'accord? Ça, faut bien le comprendre. C'est quoi? Ben, on utilise deux protocoles différents. Là, j'utilise du WinRM, j'utilise pas du RDP, Remote Desktop Protocol, protocole de bureau à distance sur le port 3389. D'accord? Donc, si on doit conclure et répondre aux questions, hein, on voit que on est tombé sur une mauvaise configuration. On a pu faire cette attaque de Shadow Credential. C'est un scénario typique où l'attaquant peut obtenir un accès complet à l'Active Directory et ça constitue, tu l'as bien compris, une menace grave pour la sécurité. D'accord? Donc, les recommandations, c'est mettre l'accent sur la règle d'or, hein, le principe de moindre privilège, adhérer à des principes, vérifier vos ACL, limiter l'accès uniquement à ce qui est nécessaire. D'accord, pour chaque utilisateur ou système. Donc, ASR, réduction de la surface d'attaque, réduction du risque de compromission, parce que sinon, ça peut être dévastateur. D'accord? Et vous voyez qu'entre de mauvaises mains, ces problèmes de configuration, ils peuvent être exploités et ça fait très très mal. D'accord? Là, j'ai plus qu'à installer de la persistance et voilà, le serveur, il est backdooré. D'accord? Donc, on nous demande le hash. Tout simplement, c'est celui que vous aurez généré. Pour moi, ça va être celui. Et quel est le flag sur le bureau de l'administrateur? On a juste à quoi? Je suis allé dans Franz Pringles. Ah, intéressant. Il y a quoi dans User? Intéressant, on va voir. Intéressant. J'ai User, Franz Pringles. Ah, j'ai administrateur. Non, comment ça se fait ça? Non. Ah ouais, hein. Ah c'est pas de chance, hein. Je crois que j'ai tous les droits sur la machine, hein, mais je peux me tromper. D'accord? Et on lit le flag. D'accord? Et on récupère la réponse à la question. On a notre dernier flag. Donc, voyez comment ça se passe, hein, c'est plein de petites techniques. De toute façon, il y a mille et une façons de pirater l'Active Directory. Hein, c'est très compliqué. Voilà, c'est une façon de faire, deux outils que vous avez. Et puis, pour ceux qui pensent que vous allez pouvoir pirater les machines, n'oubliez pas que les outils sont flagués dans la nature. Hein. Donc, si tu essaies d'utiliser les techniques que je te montre dans la nature, tu vas te faire détecter. D'accord? Donc, encore une fois, je te montre des choses, mais il faudra être beaucoup plus intelligent, beaucoup plus motivé, comprendre les techniques d'offuscation pour faire de l'évasion et pour pas être flagué. D'accord? Puisque les outils que je te montre, ils sont flagués, je te rassure, par tes antivirus. Voilà. Hein, donc, une technique d'attaque. J'espère que vous avez appris des choses. On continuera. Je vais essayer de sortir 3-4 vidéos demain. Moi, je vous dis bonne soirée à vous. Ciao, ciao.